Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent live et à ceux qui écoutent en différé. Donc, un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis Florence Dambricourt. J'accompagne les managers et leurs équipes à transformer les changements constants en force. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce live de pression à capacité. Donc, comme chacun de nos épisodes, nous prenons vos commentaires et questions par le biais des commentaires LinkedIn. Donc, sentez-vous libre de participer à la conversation que nous allons avoir avec mon invité. C'est votre espace, votre possibilité donc d'engager. Aujourd'hui, nous allons parler changement, nous allons parler self-leadership, nous allons parler communication, comportement, culture d'entreprise et bien d'autres choses, avec un sujet qui est vraiment fort aujourd'hui, manager et équipe. Excusez-moi, je réalise que j'ai oublié de vous mettre cette superbe slide pour vous donner le sujet aujourd'hui. Manager et équipe, investir ou subir. Pour cette conversation qui s'annonce vraiment intéressante, mon invitée aujourd'hui, c'est Silvina Layani. Silvina, un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Quelques mots pour te présenter. Merci de l'invitation, Florence. Je suis ravie d'être là. Je suis Silvina Layani, fondatrice de BIS Consulting. Et en fait, ce qu'on fait chez BIS, c'est qu'on aide les organisations en général, mais particulièrement dans le life sciences, la santé et les organisations en mission, à mieux comprendre ce qui les ralentit, prioriser ce que compte vraiment, aligner les personnes autour de cette idée ou de cette priorisation et avancer dans cette direction pour résoudre des problèmes, transformer, croître, mais tous ensemble. Super, merci beaucoup Silvina. Alors, petit mot de warning pour notre audience. Le réseau aujourd'hui a chaud. On a des fois des coupures d'électricité, on en a eu ce matin, c'est complètement imprévu. Si par hasard, soit Silvina, soit moi disparaît de l'audience, rassurez-vous, l'une d'entre nous sera là pour maintenir la conversation et l'autre récupérera. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu des aléas techniques ce matin. Alors ce sujet, investir ou subir, un sujet qui nous est venu à l'esprit lors d'une session de travail qu'on a eu ensemble sur justement la culture d'entreprise, comment faciliter la mise en place de culture d'entreprise où il y a une véritable sécurité psychologique et derrière un véritable support d'accompagnement. Et c'est vrai que si on prend un petit moment pour établir ce qui nous a amené ce sujet, une des choses qu'on voit qui continue moi de me fasciner, qui me paraît tellement absurde, c'est quand les choses deviennent difficiles, quand les managers et les équipes ont encore plus besoin de support, c'est souvent le moment où on leur dit « Ah non, on ne donne plus de budget au support ». Donc, ça nous amène une première réflexion. Qu'est-ce que tu observes à travers les gens que tu accompagnes, les entreprises avec lesquelles tu discutes à ce niveau-là, Silvina? En fait, ce que je vois souvent dans les organisations qu'on accompagne, c'est que les frictions existent et les réponses existent aussi au sein d'une organisation. Et quand on coupe le support, comme tu as dit, qui peut être des personnes qui viennent épauler ou une formation, par exemple, ou un support particulier pour une personne, en fait, on croit qu'on va pas empiéter sur l'avancement, mais si on écoutait mieux, si on discutait mieux avec ces gens-là, de toutes les façons, on pourrait avancer ensemble plus facilement. Il ne s'agit pas nécessairement d'un support qui coûte de l'argent, mais d'un support actif d'écoute et de travail ensemble, de co-développement pour voir quelles sont les frictions qui apparaissent au quotidien, qui empiètent le travail des équipes, parce qu'en fait, c'est ça. Les managers voient tous les jours leurs équipes et savent comment prioriser ces frictions qui affectent pas seulement l'expérience collaborateur-collaboratrice, mais aussi l'expérience patient dans notre secteur, mais ou client. Et donc, en général, c'est blanc ou noir. On coupe le budget formation, on coupe les recrutements, mais qu'est-ce qui remplace ça? Est-ce qu'il y a plus d'écoute? Est-ce qu'il y a plus de façons de travailler ensemble pour voir comment prioriser ces problèmes et leurs résolutions? Alors, ce que j'adore, c'est que là, tu nous donnes déjà à la fois que tu nous établis un petit peu les challenges qu'on voit, donc
beaucoup de frictions qui arrivent, tu commences déjà à nous faire pointer des solutions. Tu commences déjà à nous faire aussi pointer une solution, c'est qu'en fin de compte, le support coûte pas forcément très cher. Tu nous donnes déjà aussi comme information qu'il y a un support qui peut être continu. Donc ça, on y reviendra sur ces points. C'est vrai qu'on a tendance des fois à penser le support, c'est la grosse machine qui doit vraiment emmener tout le monde en off-site et ça coûte des sommes et des tonnes. Alors qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Ce qui est intéressant aussi, là, c'est donc ce qui amène le diminution du support, c'est qu'en fin de compte, on se retrouve avec beaucoup de choses. Donc moi, je vois des managers qui sont vraiment sous tension. Il y a des middle managers qui ont de plus en plus de choses à gérer. Donc, il y a le top en dessous, qui leur demande de plus en plus de choses. Et puis, il y a les gens qu'ils accompagnent, donc, qui font partie de leurs équipes, qui sont de plus dans l'incertitude, donc qui ramènent beaucoup plus de questions. Je vois une surcharge cognitive qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que derrière tout ça, moi j'ai l'impression des fois quand on dit il n'y a pas de budget, c'est une économie de bout de chandelle. C'est on arrête quelque chose à court terme, on voit uniquement à court terme, bah non là on ne veut pas dépenser ça, mais on n'analyse pas le coût caché que ça va créer. Qu'est-ce que toi tu observes par rapport à ce coût caché? Mais en fait, le coût caché, il s'est traduit par une diminution de la confiance, pas seulement des cadres intermédiaires, mais des équipes aussi, parce qu'ils disent, mais en fait, nous, on va avancer comment? Et donc, je comprends la nécessité, le besoin de faire des économies, peut-être parce qu'il faut investir sur une transformation ou quelque chose de particulier, donc il faut faire des économies d'un côté pour pouvoir investir dans l'autre, ou parce que, voilà, peu importe la raison. Mais la question est, on peut vivre avec ça, mais qu'est-ce qu'on fait à côté? Comment est-ce qu'on travaille avec les équipes pour co-développer, pour co-construire quelque chose qui leur permette d'avancer? Et quand on co-développe avec leur connaissance du terrain, leur engagement, ça va permettre de les garder motivés, de prioriser là où ça fait le plus mal et de trouver des solutions plus adaptées qui peut-être vont pas coûter plus. Et une approche du changement qui sera peut-être plus rapide, qui va peut-être Ouais. aussi s'appuyer sur des mythes qu'on va défaire. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime énormément dans ce que tu as dit. Tu as les mots qui sont co-construction, co-développer, donc ça qui présuppose un engagement de l'ensemble des personnes de l'équipe. Ça, c'est assez intéressant. Plusieurs fois, tu nous as amené cette solution, c'est pas blanc ou noir, c'est comment est-ce qu'on fait ça et ça. Et c'est vrai que quelque part, il y a cette sensation qu'on a, jusqu'à maintenant, on pouvait se permettre de raisonner en passant d'une polarité à une polarité. On en traite une, après on en traite l'autre et on les désolidarise. Et là, il y a la sensation, ça, c'est plus possible. Ces polarités, en fin de compte, c'est des complémentarités. Elles sont en synergie. C'est deux façons de regarder une situation. On les met côte à côte et on s'élève pour approcher quelque chose qui nous permet de faire l'une et l'autre. Donc, on fait du gain à court terme et du gain à long terme. Parce que le support des équipes, je pense que là, on est clair que ce soit toi et moi. Pour nous, c'est un véritable investissement. C'est un véritable gain à long terme et ce n'est jamais un coût. Alors, je avant suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un investissement, pas seulement dans ce qu'on doit traiter aujourd'hui, mais comme tu dis, à moyen long terme, parce qu'on garde les équipes solidaires, engagées et prêts à aller de l'avant ensemble. Voilà. C'est vrai qu'il y a dans les coûts cachés, je pense qu'il y a vraiment des coûts souvent qu'on oublie complètement. Quand je disais dans les statistiques, il y avait que, par exemple, en Suisse, statistiques de Gallup, selon Gallup, il n'y avait que 8% des jeunes vraiment engagés. C'est pas beaucoup. Ça signifie quand même qu'on paye beaucoup de personnes pour pas beaucoup d'engagement. Et par exemple, le salaire d'une personne est un investissement. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le salaire d'une personne comme un investissement. Si vous avez une personne qui se désengage, vous avez déjà payé cette personne pendant 5 ans, c'est 5 ans d'investissement que vous avez perdu. Si cette personne a un salaire à 100K, par exemple, c'est quand même un demi-million que vous allez perdre d'investissement. Et si vous les additionnez, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, si on reste un petit peu sur le coût, quelque chose qui pour nous, qui pour moi est fondamental, c'est au niveau des cultures d'entreprise, comment on peut amener les équipes dirigeantes ou les budgets ou les équipes budget à voir le support des équipes comme un investissement et plus comme un coût. En fait, déjà, il faut qu'ils soient conscientisés, je crois, Ouais. mais c'est une question de posture.
si on a vu que déjà par le passé, couper des coûts n'a pas amené beaucoup d'engagement, ben, pourquoi est-ce que ça va se passer différemment aujourd'hui? Quand il y a de plus en plus de changements, donc les gens sont de plus en plus fatigués, en plus on a la menace ou la possibilité, ça dépend de comment on le regarde, de l'IA, qui, on l'a vu dernièrement, il y a beaucoup de sociétés qui ont licencié des milliers de collaborateurs, collaboratrices, seulement pour pouvoir investir dans l'IA. Mais comment ils imaginent que les gens qui restent vont se sentir? Bon, déjà, c'est bien, aujourd'hui, je n'ai pas été touchée, ça c'est bien. Mais immédiatement après, c'est quand mon tour. Comment je vais faire le travail de celui qui est parti? Parce que l'IA, pour l'instant, elle ne remplace pas les gens. On en discutait avec mon invité la semaine dernière, Aurélien Rothstein. Une des données, par exemple, dans les jeunes professionnels qui rentrent en fonction, en fin de compte, il y a presque 50% de ces jeunes professionnels qui ont tendance à ralentir l'adoption de l'IA parce que justement, ils ont des mécanismes de peur. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y avait un support avec de l'équipe, le support qu'on apporterait aux managers et aux équipes pourrait permettre d'avoir des vraies conversations, pourrait permettre de mettre en place des vrais plans de développement d'équipe où on regarderait en face, oui, on met en place l'IA, forcément, cette tâche que tu es en train de faire, on va pouvoir la faire par l'IA, mais ça veut dire que toi, on va pouvoir te faire monter en compétences. Comment est-ce qu'on va faire ça? Et donc, là encore, ce besoin de voir vraiment la montée en compétences des gens, le support des gens, la formation, comme un investissement. Et non comme... Tout à fait, un investissement, mais qui ne va pas donner des résultats de façon immédiate. C'est comme la recherche, et j'allais dire un peu comme la recherche et le développement, c'est un investissement qui va plus vers le long terme, quoi. Ouais. J'étais en train de regarder, je suis en train d'écrire un blog pour notre blog, je parle de l'IA dans la santé. Donc, on parle beaucoup d'instaurer l'IA dans la santé. Quand tu vas chez le médecin, l'IA peut écouter, entendre, il peut faire le résumé, le rapport du médecin, etc. Tout rentre dans le dossier électronique du patient s'il y en a un. Et puis après quoi? Après, ce qui se passe, c'est que cette décision, ce suivi qui a été préconisé au patient, s'il n'a pas été bien expliqué, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Le patient va rappeler. Et c'est qui va répondre? Ce n'est pas le médecin, c'est l'assistante, c'est l'infirmière, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas été là, qui n'a pas eu la communication et qui peut-être va demander plus de temps ou peut éventuellement donner des mauvaises informations. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va être démotivé, ne va pas suivre son plan, va peut-être plus revenir. Donc, il ne faut pas penser l'IA comme une solution miracle qui va aider pour tout. On parle ici de workflows. C'est l'expérience patient, l'expérience employé, l'expérience client. C'est pas un moment, c'est une série de moments. Depuis le moment où le client rentre, reconnaît un besoin, va voir le médecin, etc., dans ce cas un patient, ou il reçoit un médicament, un traitement à suivre, etc., une indication, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue parce qu'après, peut-être, ce patient va devoir voir le physiothérapeute ou il va devoir aller faire une prise de sang. Donc, il y a le laboratoire. Donc, c'est toutes ces petites touches avec le système de santé qui font l'expérience. Et l'IA va aider à un petit moment. Donc, ça ne va pas résoudre les problèmes. Et puis, qui sait où on peut trouver ces problèmes? Les équipes. Ça reste les équipes, ça reste la dynamique derrière. Quelque chose m'a beaucoup inspiré la semaine dernière, c'est qui, je trouve, change aussi un petit peu la perspective et le pourquoi le support reste vraiment important. C'est cette notion que, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, une équipe n'est pas la somme de ses membres, mais une équipe est la somme de ses interactions. Ouais. Et en fin de compte, je pense vraiment, si on pense investissement, là, ce qu'on fait quand on accompagne des équipes, quand les choses sont difficiles, c'est qu'on investit dans l'interaction pour que les équipes arrivent à pouvoir absorber tout ce qui se passe. Je suis d'accord avec toi. Une des choses qu'on fait, nous, dans nos interventions, c'est, on dit, créer des conversations. Ouais. C'est une façon de dire, on va utiliser quelques outils qu'on a pour poser des questions différemment et permettre aux équipes
de se questionner, de voir les choses différemment, de prendre peut-être une autre posture qu'ils n'ont pas pris parce que dans l'habitude, ils font les choses telles qu'ils les ont faites jusqu'à maintenant. Donc, ça permet aux gens de déjà se questionner soi-même, puisque c'est des questions avec un angle un peu différent, de parler en équipe, d'avoir parfois des désaccords, mais qui peuvent par la suite, parce que c'est facilité, permettre d'avancer dans la résolution ou dans le questionnement ou dans l'idéation de quelque chose. Et cet espace que l'on crée, cet espace qu'un accompagnement sur une période de temps, donc on va un peu parler de type d'accompagnement, et moi je recommande vraiment des accompagnements sur des périodes de temps, puisque c'est ceux qui font un peu la différence. Ça nous permet vraiment justement de créer ces espaces de conversation. C'est vrai que la dernière fois, il y a quelqu'un, un de mes contacts RH qui me disait, mais ça, c'est le boulot du manager. Oui et non. Des fois, comme une équipe étant un système, le manager faisant partie du système, des fois, le manager, il ou elle, n'est pas la meilleure personne pour créer cet espace, parce qu'elle est aussi impliquée dans le type de conversation. Et des fois, justement, un support externe pour créer cet espace, pour créer les outils, peut vraiment faciliter. De la même manière que le manager, c'est souvent aussi un expert. On l'a souvent promu pour ses capacités en expertise et il n'a pas forcément autant d'outils qu'on pourrait avoir à côté, quoi. Tout à fait. Parfois, en fait, chaque être humain est fait d'habitude. Hein. Si le manager, le cadre intermédiaire est un expert qui a été promu, il va peut-être garder sa posture d'expert pour discuter et pas c'est la posture d'un coach qui cherche à trouver des réponses ou qui cherche à provoquer une discussion et à faciliter la discussion. Donc ça, c'est déjà une posture différente. Mais aussi, notre but n'est pas de prendre la place du cadre intermédiaire, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'il apprenne qu'il y a d'autres solutions à ce qu'il a implémenté jusqu'à ce moment-là et qu'il transforme ça en habitude. Comme tu l'as dit, c'est pendant un petit moment qu'on accompagne. Donc, créer ces nouvelles habitudes chez lui ou elle et chez les équipes qui permettent d'avoir des discussions, des séances différentes pour pouvoir avancer après à leur rythme tout seul, pas toujours avec un besoin de quelqu'un d'externe en fait. Tout à fait. Et c'est même ça l'avantage de travailler avec une période de temps, exactement comme tu décris, c'est qu'on installe des rituels, on installe des habitudes et on fait toujours monter en compétence l'équipe, donc le manager et l'équipe dans son ensemble, pour leur permettre de pouvoir mettre en place leurs propres mécanismes, leurs propres rituels. Et quelque part, moi, je sais que toutes les équipes avec lesquelles je travaille, je les emmène toujours à penser à devenir des équipes apprenantes. Ça, c'est un concept qui m'est très cher. Une notion d'équipe apprenante, une notion d'organisation apprenante. Et ce qui est intéressant dans ces organismes qui décident véritablement de partir vers une démarche on devient apprenante, c'est qu'en fin de compte, la formation est un de leurs investissements principaux. Ça devient quelque chose qui est toujours présent au niveau du budget. Et là, on ne parle même plus du tout de coûts, on ne parle que d'investissement dans la personne. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter nos équipes leadership au niveau de leur changement de posture pour associer cette capacité à voir cet investissement qu'un vrai support pourrait amener, autant pour eux, pour leurs équipes directes ou pour leur middle manager? Si on avait 3 astuces ou 3... point de curiosité qu'on aimerait amener dans la conversation, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? La première qui est venue à mon esprit pendant que tu finissais ce que tu viens de dire, c'est que le développement d'une compétence, d'une équipe, en fait, ce n'est pas une formation nécessairement. On a tendance à résumer ça par le mot formation. Mais le développement ne passe pas nécessairement seulement par une formation, et parfois une formation n'est pas la bonne solution. Donc, pensez à comment est-ce qu'on va encourager ces équipes avec de nouvelles solutions. Ça peut être une façon de gérer les réunions d'équipe de façon agile qui est différente de ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé avec une grande société suisse où c'était une monstre transformation, et une des choses qu'on a fait différemment, c'est chaque matin,
dans l'équipe 15 minutes pour dire voilà ce que je dois faire aujourd'hui, voilà ce que je devais compléter hier, mais où je suis bloquée et j'ai besoin de quelqu'un. Et, et voilà, chacun un tour de rôle. Donc, qu'est-ce qui change? C'est on est tous au courant de ce qui se passe, on encourage l'entraide et on avance tous ensemble. Donc ça, c'est pas une formation, c'est de nouvelles pratiques. Hein. Donc on peut réfléchir à quels sont les besoins qu'on a, les frictions, les nouvelles pratiques qu'on veut implémenter, et puis faire un plan pour que les équipes puissent adopter ces pratiques. Peut-être une formation est un appui. Une formation peut être une formation présentielle, une formation digitale, ça peut être un document, une page avec des tips and tricks. Donc ça peut être différentes choses, mais une formation n'est pas toujours la solution et l'unique solution. Alors, ce que j'aime énormément il y a 3 choses que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce que tu dis dans cette astuce. La notion de transparence de l'information, donc qu'on soit beaucoup plus au courant au sein de l'équipe même de qui fait quoi, donc comment on peut s'appuyer les uns sur les autres. Majeur. La notion de savoir demander de l'aide, donc développer cette vulnérabilité. Donc en tant que manager, si on va inviter l'équipe à faire, il y a vraiment ce courage d'être vulnérable, de savoir demander de l'aide. Au niveau culture d'entreprise, il y a un shift ici. Savoir reconnaître que c'est OK de demander de l'aide. Moi, je vais presque aller plus loin, c'est développer ce luxe et cette compétence extraordinaire de savoir demander de l'aide. Je trouve ça assez fort. Et puis après, ce qui m'a vraiment écho, c'est cette notion qu'en fin de compte, quand on commence à partir de développement, on pense au développement de la personne. Il y a encore très peu d'endroits où je vois des gens qui font vraiment un plan de développement de leur équipe. Mais là, quelque part, il y a aussi cette notion que vous pourrez avoir aussi un plan de développement d'une organisation. Quelque part, à mon avis, c'est précis. Qu'est-ce que l'organisation doit apprendre? Donc là, on vient sur une notion de stratégie de développement et on change complètement de posture et de dynamique intellectuelle quelque part derrière. J'aime pas parler de dynamique intellectuelle parce que ça amène conceptuel, ça reste du pragmatique. C'est qu'est-ce que mon organisation doit apprendre pour qu'on puisse continuer de permettre la réalisation de nos objectifs business, quoi. Et je dirais, en plus de ce que tu viens de dire, c'est que tout ceci est important. Il faut aussi que l'organisation soit consciente que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on veut adopter de nouvelles façons de faire que ça va se faire. Donc, dans l'exemple que je viens de te donner, au début, c'était embêtant de faire ces réunions tous les 15 minutes tous les jours. Et on a réalisé après, je dirais quelques mois, que quand on ne les avait pas parce qu'il y avait une autre chose qui prenait le moment pour X raisons, ça nous manquait. Excellent, Donc, quoi. en fait, c'est ça, au début, c'est pas la résistance, mais il faut changer les habitudes. Pour changer une habitude, on doit déprogrammer nos cerveaux, et là, c'est le cerveau collectif, hein, Bien sûr. pour pouvoir incorporer de nouvelles habitudes. Une habitude ne se fait pas d'un jour à l'autre. Ça prend du temps, de la répétition, le fait de pouvoir adopter cette posture de vulnérabilité qui n'est pas ce qu'on préconise partout. Donc, ça change de façon personnelle, de façon de l'équipe. Donc, ça prend un moment. Et souvent, on dit non, mais quand on doit changer, les gens, ils sont contre. Non, ils ne sont pas contre. Il faut les accompagner dans cette transformation parce que ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est faisable. Alors, je pense ce point-là, les gens sont contre le changement. On va le garder de côté, mais ça pourrait nous faire un sujet pour un live, soit en anglais, soit en français, parce que là, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à dire. Si on faisait une petite récap, 2-3 points que tu trouves vraiment importants à garder en mémoire pour notre audience, tu voudrais mettre l'accent sur quoi? Moi, je crois que, en fait, quand on doit couper un budget ou un support, pour X raisons, il faut expliquer pourquoi, quelle est la raison qui nous mène à devoir faire ça, et pas dire c'est fini. C'est on doit faire ça, ok, et qu'est-ce qu'on va faire à la place pour pouvoir vous accompagner dans cette transformation, cette stratégie, etc. Et vraiment avoir des différentes façons de mener des conversations avec les équipes et au sein des équipes.
Et ça, c'est peut-être une compétence qui, pour commencer à créer ces nouvelles habitudes, avoir quelqu'un d'externe peut aider, une sorte de coach de groupe, si on veut, pour mettre une étiquette. Mais l'idée, c'est que les gens puissent être entendus, puissent travailler ensemble pour développer des alternatives à ce budget qui a été coupé, pour pouvoir avancer. Et donc, c'est un win-win. Parce que Ouais, ça tout crée à fait. l'engagement, ça crée l'avancement que l'organisation recherche, et les gens en même temps apprennent des nouvelles compétences, développent de nouvelles compétences. Donc voilà. Donc, une invitation à monter en compétences, véritablement à passer justement de pression on subit à la capacité on investit pour continuer le mouvement, quoi. Une superbe façon d'amener la fin de notre conversation. Quelques petites annonces pour cette fin de podcast. La pause de l'été s'impose. On a peut-être une session la semaine prochaine qui n'a pas été confirmée, donc je suis sûre que je vous retrouve en septembre avec question mark, est-ce qu'on se parle en anglais la semaine prochaine? Et puis, donc, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Sylvina de ta présence aujourd'hui. Un vrai plaisir d'avoir pu converser. Et donc, à très bientôt pour un prochain épisode de Pression à capacité. Ciao! Ciao!